Il existe deux moments charnières dans la vie d'une personne menstruée, les premières règles et la ménopause. Deux étapes éloignées dans le temps, mais étonnamment proches parce qu'elles provoquent un corps qui change, un mental qui s'adapte, et souvent le poids d'un même tabou. Aujourd'hui, on va explorer ces deux périodes de vie qui paraissent opposées, mais qui en réalité se rejoignent bien plus qu'on ne le croit. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Sophie Kuhn, autrice et créatrice de contenu, mais aussi de Nina, une jeune étudiante dont on a croisé la route chez Règles élémentaires et qui a beaucoup à en dire sur les premières règles. Vous écoutez Changer les règles, un podcast signé Règles élémentaires. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je vais aller droit au but, j'ai envie de dire. Nina, est-ce que tu peux nous définir en 3 mots ce qu'est pour toi l'arrivée des premières règles ? Je dirais angoisse, changement, beaucoup de changements et découverte, on va dire. Ouais. On sent l'inconnu tout de suite là. Super, merci. Et Sophie, toi, pour la partie ménopause, est-ce que tu peux nous la définir en 3 mots qui te viennent à l'esprit ? La ménopause, c'est la fin des règles, enfin en tout cas la fin du cycle ovarien. Pareil, changement et découverte. On sent déjà que ces deux périodes se rejoignent beaucoup. Angoisse aussi, quelque part, parce qu'on ne sait pas du tout. Là, pour le coup, c'est pas éclairé, donc c'est à peu près pareil. Je vous propose maintenant de nous parler un peu plus en détail chacune de ces périodes de vie. Comment vous les avez ressenties ? Quels ont été vos premiers réflexes ? En sachant que Sophie, tu vas un peu plus nous en dire, mais cette période de la ménopause, de ton côté, est arrivée un peu plus brusquement. Oui, moi j'ai eu donc des soucis effectivement de saignement discontinu quand j'avais 46-47 ans avec des spottings, etc. Et donc du coup le gynécologue a commencé par cureter l'endomètre et puis ensuite je continue à saigner, donc il m'a placée en ménopause artificielle. Donc la ménopause artificielle, en fait on fait une piqûre et on bloque carrément le circuit, donc normalement tu es censé ne plus avoir de règles pendant 3 mois. Et puis après, on continue à te faire les piqûres pour que tu n'aies plus de règles, tous les 3 mois, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la ménopause que je ne connaissais pas. Et comment tu t'es sentie ? C'était quoi tes premiers réflexes là après le tout premier réflexe, super contente parce que je me suis dit ça y est, je sors du cabinet de l'infirmière, plus mes règles, canon, je suis libérée, délivrée, je n'en entendrai plus jamais parler. J'étais trop contente. Et puis 10 jours après, c'était l'enfer sur terre, quoi. Donc des effets secondaires incommensurables. En fait, l'histoire, c'est que normalement, et c'est exactement quand tu as tes premières règles, parce qu'on se dit les premières règles, elles arrivent tout d'un coup et les dernières règles, elles se barrent tout d'un coup, mais le phénomène est le même. Pour que les premières règles arrivent, on a tout un changement du corps, et pour que les dernières règles partent, il y a un changement du corps. Sauf que là, quand tu as une piqûre, tu te prends tout dans la face. Donc c'est vraiment comme si tu te prenais un mur, un gros mur, et les effets sont multipliés par 10, par 100, quoi. C'est chimique, ça te bloque, et là, c'était l'enfer. Et tu as quelques symptômes en tête ? Alors tous, j'ai pratiquement tout eu. J'avais des bouffées de chaleur. Alors là, ce qui était drôle, c'est qu'au lieu de les avoir sur le devant, moi je les avais à l'arrière. J'avais l'impression que j'étais collée à un radiateur électrique. Une sécheresse globale, mais incommensurable. Au niveau de la sécheresse vaginale, là, c'était même très douloureux quand j'allais aux toilettes. J'avais des larmes artificielles parce que même au niveau des yeux, tout s'était desséché. Au niveau de l'humeur, j'étais comme ratatinée, complètement repliée sur moi-même. Je pleurais, j'étais carrément mal, quoi. J'avais l'impression que j'avais Hulk à l'intérieur du corps, quoi. Vraiment quelqu'un qui habitait là et qui prenait les commandes. Je savais pas où j'étais. Et j'avais surtout un truc, des douleurs. Alors une douleur, et notamment au niveau du cœur, qui est un muscle, mais j'avais l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. Et en fait, j'ai dû aller voir mon médecin. Et le médecin a dit il faut arrêter tout de suite. Là, c'est beaucoup trop fort. Il m'a fait tout de suite un électrocardiogramme pour voir où j'en étais. Et après, en faisant tous les tests, il a fait non, c'est musculaire. Et là, de toute façon, il faut arrêter. Ouais. Donc c'était très violent. Ouais, très violent. Très violent. Très violent. Ouais. Surtout tu t'y attendais pas, quoi, à ce moment-là. C'était vraiment tout d'un coup. Non, mais pour moi, c'était la fin des règles vraiment provoquée par une piqûre. Donc je me suis dit, ça y est, je suis débarrassée de mon problème. Là, je me suis retrouvée avec autre chose. Et c'est ce qui a donné naissance à toute ma recherche sur la ménopause et Ménopause Stories. Si j'avais pas vécu ça, je pense que je me serais pas posé autant de questions, en fait. Tout à fait. Okay, merci beaucoup. Et toi, Nina, par rapport aux premières règles, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comme je disais tout à l'heure, comment tu l'as vécu ? Quels ont été tes premiers réflexes, encore une fois ? Du coup, moi, c'était le jour de partir en vacances. Donc 5-6 heures de voiture avec toute ma famille. Et j'étais donc chez mon père, ce qui, depuis que je suis petite, depuis que je sais que les règles existent, en mode pitié, pas chez mon père. Et évidemment que j'étais chez mon père. Et j'étais du coup pas du tout à l'aise avec ce sujet-là. J'avais pas du tout envie de le dire à mon père, pas du tout. Mais j'avais
pas le choix, mais j'avais la chance d'avoir ma mère qui habite à côté. Donc je lui ai envoyé un message en mode viens, aide-moi, genre. Et elle est du coup, elle est genre arrivée en bas de chez moi, elle m'a donné des serviettes, un paquet en mode est-ce que ça va suffire? Et donc j'espère, je ne sais pas. Et après du coup, j'ai fait mes 5 heures de voiture et après du coup, je suis arrivée dans ma maison de campagne. Et toute ma famille est au courant parce que j'avais dû le dire à ma grand-mère et ma grand-mère l'avait dit à tout le monde parce qu'elle était super contente. Et genre, on m'a félicité. C'était très bizarre parce que là, genre, je n'ai rien fait pour, objectivement. J'ai pas choisi. Ouais, c'est ça, genre. Je découvre moi aussi. Mais donc, c'était genre félicitations et tout. Et j'étais merci. Félicitations de quoi mais après, c'était mignon. Et en vrai, on m'a pas trop saoulée. Et juste après, la plage, chiant. Mais du coup, je me baignais avec un short. Enfin, c'était toute une manipulation. Et que ma mère essayait de faire en sorte que ce soit pas trop cramé. Mais j'étais en mode, objectivement, là, je suis en short. Et je vais au chiottes, genre, toutes les 2 minutes. Donc, si ça se voit, mais c'est pas grave. Mais en vrai, moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance d'avoir accès à des protections directement. Et de pouvoir en parler à ma mère, à ma tante, à ma grand-mère. Qui sont, genre, hyper éduquées sur ces sujets-là. Et il s'est passé comment, j'ai envie de dire, le face-à-face avec la serviette hygiénique là, le moment où tu es aux toilettes et tu dis au final, je dois faire quoi là moi, j'avais eu la chance du coup d'avoir ma tante qui, quelques semaines avant, m'avait fait un tuto. Et donc j'étais assez stressée. J'étais en mode, ok, là, il va falloir que je fasse plein de manipulations. Mais j'y suis plus ou moins bien arrivée. Après, ça m'est arrivé encore de genre laisser les ailettes repliées. Alors que, enfin bref, dans le speed. Mais parce qu'on sait pas. Ouais, c'est ça. Et mais après, moi, j'avais eu des interventions règles alimentaires au collège. J'avais eu des petits tips avant. Mais ça n'empêche que sur le moment, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Alors qu'en fait, si, objectivement, ça va aller. C'est l'inconnu. Encore une fois, on le dit. Et il y a juste quelque chose que je me dis là, c'est que finalement, les premières règles, je pense qu'on sait toutes et tous un petit peu ce que c'est. Mais la ménopause, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou. La ménopause, tu vois, finalement, comment on la définit, sachant qu'en plus, plusieurs fois, il y a différentes périodes. On parle même de périménopause. Oui. Parfois, il peut y avoir de la ménopause précoce. Oui. Comment je m'y retrouve dans tous ces termes? Un bazar continu, hein. C'est ça. Éclaire-nous, Sophie, s'il te plaît. Et tu notes périménopause. Périménopause vient juste de rentrer dans le dictionnaire. Donc, t'imagines que quand moi, j'ai fait mes recherches il y a 10 ans, périménopause, il n'y avait pas. En fait, on te parle de la ménopause. La ménopause, c'est quoi? C'est quand tu n'as pas eu tes règles pendant 12 mois consécutifs. Donc, c'est l'arrêt définitif des règles. Et l'arrêt définitif, en fait, les ovaires ne produisent plus d'œstrogène et de progestérone. Et ça y est, c'est terminé. Tu ne pourras plus être fertile. Ça, c'est la ménopause. Donc, c'est vraiment le moment de bascule. Le jour où tes règles sont arrivées, ça a été le début, la ménarche. Et puis, à la fin, elles repartent, c'est la ménopause. Et entre-temps, puisque je parlais effectivement de la période adolescente, prépubère, etc., on a la même chose au moment de la ménopause. C'est-à-dire qu'avant la ménopause, le corps se prépare. Donc, au moment de l'adolescence, ça monte à adolétchere. Et puis, au moment de la ménopause, ça délétchere, si je puis dire, ça décélère. Donc, ça peut intervenir 4 à 7 ans, voire 10 ans avant l'arrivée effective de la ménopause. Alors, il y a plein de définitions, parce que moi, j'ai rencontré plein de gynécologues qui m'ont donné plusieurs définitions. Je vais m'arrêter sur une, qui n'est finalement même pas celle de mon livre. Entre-temps, j'ai évolué. Donc, la préménopause, c'est le moment où tu as ta ménarche, donc tes premières règles, jusqu'au moment où tu vas avoir tes cycles qui vont commencer à être irréguliers. Donc, au moment où tu vas rentrer en périménopause. Périménopause, c'est vraiment le moment où tu as tes cycles irréguliers. Tu as tes cycles qui commencent à être irréguliers ou à avoir quelques signes évocateurs, parce que moi, je pense notamment aussi aux femmes qui sont sous Mirena, qui n'ont pas leurs règles tous les mois, donc qui ne peuvent pas savoir et qui continuent à avoir des cycles quand même relativement réguliers. Elles peuvent avoir des bouffées de chaleur ou des problèmes d'insomnie ou des choses dues à la chute de la progestérone. Là, tu vas rentrer en périménopause. Tu as une première période qui est là, early, là, c'est le tout début. Ça peut durer 2-3 ans, etc., où là, tu as les cycles comme ça qui fluctuent. Et puis, plus tu vas t'approcher de la ménopause, là, tu arrives à ta late, donc c'est vraiment le moment où tu t'approches. C'est un peu comme si tu étais au moment de l'essorage, tu sais, dans la machine à laver. Là, tu t'approches, tu es dans le noyau. Et là, les symptômes, c'est genre l'orchestre, ça s'intensifie. Ça explose. Là, ça prend, ça y est, là, tu vois, là, voilà. Et là, tu as la ménopause. Et après, une fois que tu as la ménopause, c'est ce fameux jour, vraiment 12 mois consécutifs. C'est ce jour-là, le point de bascule. Et ensuite, tu rentres dans une période post-ménopause. Ça y est, tu as passé la ménopause.
Et là, pareil, c'est un moment de rééquilibrage, si je puis dire. De toute façon, l'œstrogène a chuté, la progestérone, et c'est pareil, les hormones sont chutées, l'ovaire ne produit ne produit plus. L'œstrogène est produit par d'autres, les surrénales et le tissu adipeux. Donc, tu vois, là, c'était vraiment à zéro, quoi, quelque part. Qu'est-ce qui se passe au moment de la postménopause ? Le corps se remet, si je puis dire, de cette émotion-là. Et parfois, certains symptômes perdurent pendant 2 à 3 ans, parfois 10. Et parfois, certaines femmes, par exemple, notamment les bouffées de chaleur, ces symptômes ne disparaîtront pas. Donc voilà, si je veux te donner la vraie grande définition, ce que j'ai appris sur tout ce parcours. Comme tu le dis, un petit peu là aussi, que ce soit les premières règles ou la ménopause, c'est des périodes où les corps changent. On en parlait là. La pilosité peut apparaître, la poitrine peut changer, la texture de la peau aussi peut évoluer. Alors, c'est quoi, vous, les symptômes qui vous ont marqué chacune au niveau de ces 2 périodes, qu'ils soient physiques ou psychologiques ? Tu nous en as un peu déjà cité certains, Sophie, mais si vous deviez en choisir, je ne sais pas, 3 chacun, donc la partie physique, psychologique. Sophie, les bouffées de chaleur, on veut les sélectionner. Ouais, mais c'est tellement, c'est le symptôme tellement bruyant, tellement tout le monde en parle. C'est ça. Bon, bouffée de chaleur, irritabilité, tout ça, tout le monde le sait à peu près. Je veux dire, non, moi, ce dont j'aimerais vraiment parler, qui est plus méconnu, c'est alors brain fog, donc c'est le brouillard cérébral. Celui-là, il est hyper problématique parce que vraiment, donc au niveau des œstrogènes, on a des récepteurs partout dans le corps et notamment au cerveau. Et là, en fait, c'est comme si on avait le cerveau qui était sous cloche. On a l'impression de perdre la mémoire, on peut perdre les mots. Moi, il m'est arrivé de mettre mes lunettes carrément dans le frigidaire, de prendre mon passe pour rentrer à la maison, pour passer au Navigo, pour passer dans le métro et pas comprendre pourquoi les portes s'ouvraient pas. En fait, tu sais plus, tu relis plus. Et en fait, mais c'est juste le cerveau. Tu as un moment, tu cherches un mot, tu retrouves pas le mot. Et là, tu es en panique parce que tu dis, c'est quoi ? C'est Alzheimer ou quoi ? Et en fait, c'est juste cette chute. En fait, c'est comme si tu avais l'Empire State Building et tu descendais. Il faut quand même comprendre que c'est pas rien du tout. Il y a ça, il y a le fait d'avoir l'impression d'être complètement submergée par plein de choses. Donc, quand je suis allée voir mon médecin, forcément, il a voulu me mettre sous antidépresseur. Alors que moi, je lui ai expliqué que c'était pas ça le sujet. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui n'allait pas. Et l'autre chose dont je vais parler, mais qui est essentielle, qui sont les symptômes qui ne sont pas visibles du tout. Parce qu'en fait, on parle bien sûr de ces symptômes physiologiques, psychologiques, émotionnels, etc. Les symptômes qui ne sont pas visibles du tout. Je dis, les œstrogènes ont des récepteurs partout, ils nous protègent partout, et notamment au niveau de l'os, au niveau de tout ce qui est cardiovasculaire et de tout ce qui est cognitif. Donc, au moment de la ménopause, cette chute d'œstrogène ne nous protège plus, et là, on risque d'avoir des pathologies qui s'installent. D'où l'importance d'être vraiment prise en charge à ce moment-là. Ça me rappelle quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de ménopause précoce. Oui. Effectivement, ça, je dirais que la ménopause, de manière générale, c'est physiologique. Donc, on dit que c'est naturel. On a les règles qui sont venues, on a les règles qui repartent. C'est comme ça, on a une réserve ovarienne. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais dans un cas qui est l'insuffisance ovarienne prématurée, la ménopause précoce qui arrive avant 40 ans, là, c'est une pathologie. Donc là, il faut vraiment faire attention. Ok. Et tu nous conseilles, de faire quoi dans ces moments-là ? Alors là, c'est un gros conseil que je vous donne, parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Si jamais vous sentez, vous avez moins de 30, moins de 40, etc., vous sentez que vous avez des bouffées de chaleur, les insomnies, enfin, vous sentez vraiment des signes vraiment impactants, vous allez voir le toubib. Et si le toubib vous dit « non, mais vous êtes trop jeune », parce que moi, j'entends que ça, vous êtes trop jeune. Non, il faut faire la réserve ovarienne, il faut faire le bilan hormonal tout de suite. Pas de discussion. Vaut mieux que ce soit positif, mais il faut le faire. Faut consulter. Faut consulter, ouais. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que toi, ça fait écho un petit peu à ce que tu as ressenti au niveau des premières règles ? Je pense beaucoup au brouillard mental, des fois, qui revient aussi dans les premières règles. Voilà, Nina, dis-nous en plus, finalement, sur les symptômes. Je suis assez... Enfin, ce qu'elle dit se rejoint vachement. Alors, j'ai moins connaissance en termes de médecine, voilà, mais je sais que en termes de santé mentale, on peut le dire comme ça, si je parle de mon expérience, moi, quand j'ai mes règles, ou une semaine même avant mes règles, c'est juste au-delà de « haha, je déteste tout le monde et ça me saoule la vie ». C'est vraiment du mal-être. C'est-à-dire que je me dis ça va pas, que tout est trop difficile. J'étais pareil. T'as la volonté, t'as plus de volonté pour rien. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et surtout qu'en plus, à chaque fois, on oublie. Et en fait, ça revient et tu te redis la même chose. Et bref.
Et T'oublies en fait à chaque fois. Chaque mois, ouais, tu te dis, ah, chaque purée, mois, tu j'avais te oublié. dis, ouais, c'est ça. Et après, quand les règles arrivent, tu fais, ah oui, ok, c'était pour ça. Mais donc, je comprends totalement ce qu'elle dit. Et je sais que moi, ça me touche particulièrement en termes de santé mentale, surtout qu'en plus, bah, il y a l'école. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut suivre les cours alors C'est que ça. t'as mal, que t'as juste envie de rentrer chez toi, que tout est difficile, chaque geste est genre décuplé fois 10. Et puis en plus, moi, j'ai la chance d'avoir pas si mal que ça. Enfin, j'ai mal le premier jour, et sinon, c'est des douleurs qui sont pas au niveau du ventre. Je vais avoir mal aux jambes, par exemple, Ok. mal aux bras, des choses comme ça. Mais j'ai une amie qui, elle, par contre, a des douleurs telles qui, objectivement, je ne sais pas comment elle fait. Elle s'évanouit en cours. C'est vraiment horrible et ça se voit, c'est-à-dire qu'elle s'effondre sur sa chaise. Genre. Ouais. Et donc, mais là, elle va voir des médecins parce que c'est pas normal. Enfin, Non, c'est pas normal. objectivement, mais ça a mis du temps parce qu'on lui disait, ce n'est pas normal que tu vives ça. C'est-à-dire que quand tes règles arrivent, tu dois pas être anxieuse de à quel point tu vas souffrir. C'est ça. Et ses parents voulaient pas entendre. Et donc, et là, au final, je crois qu'elle a fait une crise, bah, j'imagine, d'endométriose. En fait, je sais pas, mais devant eux. Et du coup, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va l'emmener voir un médecin. Mais vraiment, au-delà des symptômes physiques, qui sont déjà vraiment une grande part dans la vie d'une jeune fille, les syndromes, enfin, les trucs de santé mentale prennent aussi énormément de place. Enfin, c'est vraiment les deux sont hyper présents, que ce soit pour les règles ou la ménopause. Clairement, ma mère est en train de faire le processus de ménopause et clairement, enfin c'est pareil, on est dans le même état physique et mental. Enfin voilà quoi. Bah, si je puis me permettre, en fait, moi maintenant je te vois rétrospectivement, donc je me vois aussi avec toutes les connaissances que j'avais pas à l'époque, et parce que alors nous à l'époque en SVT, je te dis pas, alors c'était Ouais, j'imagine. des airs, voilà quoi. C'était lacunaire. Bah, c'était même pas lacunaire, inexistant. c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est toujours un épisode, enfin toujours un chapitre qu'on va pas évoquer parce que où on l'évoque en 3 minutes et c'était pas le sujet. Moi, je pense que le sujet, il est bien là, c'est de bien comprendre l'impact des hormones sur nous. Et moi, maintenant, si j'avais des jeunes femmes en face de moi, je leur dirais apprenez votre cycle. Comprenez votre cycle, prenez des notes sur votre cycle et tout ce qui concerne la santé mentale. Moi, j'avais les mêmes choses que toi. J'avais un syndrome prémenstruel, mais de folie pure. Et au moment de la préménopause, enfin de la périménopause et de la ménopause, ça a été l'apocalypse. Prenez des notes et voyez si vous pouvez d'abord en parler au médecin ou vous supplémenter ou prendre des décisions par rapport à... puisque tu sais que tous les mois, moi aussi, je me disais, mais pourquoi j'ai envie de me suicider là, j'avais l'impression que j'étais complètement au bout. Et puis, j'avais mes règles et après, ça partait. Mais c'est mon mec, moi, qui s'est rendu compte que non, tous les mois, t'es pareil. Parce que moi, j'arrivais même pas à mettre des mots dessus. Donc, en fait, en gros, sois empower et dis-toi, ok, moi, j'ai remarqué ça et essaie d'étudier tes cycles. Prends des notes, vois si tu as des compléments alimentaires à prendre. Enfin, si tu dois alléger, par exemple, pas prendre de rendez-vous à ce moment-là, si tu dois travailler vachement avant parce que tu as un exposé à travailler pour pas anticiper ton temps. En fait, sois forte de toi-même parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et voilà. Ouais, s'adapter au cycle, mais ça prend du temps et de se comprendre, de saisir les moments clés. Parce que mettre un petit rituel, tu sais, pour te mettre vraiment en détente. Si tu as besoin d'être dans un doudou, d'avoir des huiles essentielles avec toi, je sais pas, mais accompagne-toi en fait. Plutôt que de subir, je pense que c'est super important. Ouais. Mais je suis assez d'accord en effet. Tu sais que c'est important de tout noter, et notamment quand tu vas aller voir le gynécologue. Donc, justement, si c'est pas régulier, etc., essaie de noter comment tu te sens. Tu sais, c'est juste un mot, sur ton tracker, etc. Et après, tu as vraiment un bilan et tu peux discuter vraiment. En fait, prendre la main sur ta santé hormonale. Ok. Je vais m'y mettre. Parfait. Tu me diras après. J'adore ces échanges de conseils, c'est parfait. Et en plus, on y reviendra sur la partie un petit peu s'outiller aussi un peu plus tard dans le podcast parce que c'est très intéressant de se dire, ok, maintenant qu'on a ça, comment on s'outille pour vivre mieux ces 2 périodes de vie. Finalement, est-ce que ça a changé la manière dont vous voyez Est-ce que vous avez ressenti comme une perte de contrôle? Sophie, tu nous l'as évoqué. Est-ce que Nina, toi aussi, ça a été le cas pendant les premières règles? Tu t'es dit, là, je reconnais plus mon corps. Enfin, tu as parlé aussi, c'est ça qui m'intéressait, du SPM, qui parfois peut même être un TDPM, trouble dysphorique prémenstruel, quand vraiment les symptômes sont graves, qu'on part vraiment même sur la dépression. Et là, on peut avoir de la perte de contrôle. Est-ce que toi, ça a été ton cas, Nina? Alors, pendant mes premières règles, je sais que ça me faisait très peur parce que on a quand même toute cette image de maintenant t'as tes règles, t'es une femme et surtout moi ce qui m'effrayait alors que j'étais pas du tout, c'est je pouvais tomber enceinte et en fait et même si j'étais pas du tout dans ces questions là à ce moment-là parce que j'avais genre 13 ans, c'était quand même un truc qui était possible
et qui, je sentais autour de moi, animait tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, parce que c'était le moment où on avait commencé toutes à avoir vraiment nos règles, et donc on était toutes là, genre, waouh, on peut genre avoir des enfants. Et c'est rien que ça, c'est juste effrayant. Et cette perte de contrôle, un peu de, ben là, en fait, je suis finie, enfin, c'est très bizarre, mais je suis fonctionnelle, ce qui est extrêmement étrange et ce qui montre bien à quel point on est dans un truc de bah maintenant que je peux faire des enfants, je suis fonctionnelle. Alors que tu étais fonctionnelle avant, tu seras fonctionnelle après. Mais c'est ce truc de si j'ai plus la main sur mon corps en fait, parce que du coup, maintenant j'appartiens à ce schéma une femme, ça fait des enfants. Et c'est assez bizarre comme sensation à expliquer. Mais je sais que c'est des angoisses qui m'animaient et qui animaient genre toutes mes copines quand j'avais 13 ans. Alors qu'on avait 13 ans et qu'on était genre en 5e. Objectivement, on n'allait vraiment pas tomber enceinte demain. Enfin, normalement. Et ouais, cette perte de contrôle, je sais que je l'ai ressentie et qu'on le ressent toutes, objectivement. C'est vrai que quand on rationalise, comme tu le dis, à 13 ans, on pense à ça à 13 ans, quoi. Ouais. On est au moi, collège, j'ai pensé quoi. ça à 10 ans, quoi, parce que j'ai eu mes règles à 10 ans et demi, donc j'avais le même sentiment à 10 ans et demi. Hein. Le seul truc, c'est que toi, à 13 ans, tu te dis, ouais, potentiellement, je peux pas. C'est drôle ce que tu me dis, je peux pas tomber enceinte, c'est pas notre projet, enfin notre propos, quoi. Et moi, j'ai eu 2 copines qui sont tombées enceintes en 3e. En fait, qui ont eu il y en a une qui a eu son bébé en 3e. Hein. Ouais, alors 2. Et là, du coup, ça devient ok, quoi. Enfin, donc c'est dingue. Très concret, quoi. Ouais. Mais absolument. Mais je sais que. Mais c'est après, quand on grandit, donc moi, je vais avoir 17 ans, toutes mes copines ont 17, 18 ans. Bah là, objectivement, tomber enceinte, c'est possible. C'est même plus un truc de genre, maintenant je peux tomber enceinte. Objectivement, c'est possible. Oui. Mais du coup, moi, ce que je trouve choquant, c'est qu'à l'époque où ces questions-là, oui, on sait, on connaît, on a eu des cours d'ASVT, mais c'est pas censé être un truc dont on a peur, qu'on doit où on est là genre ok ben maintenant genre c'est ça le truc de je suis finie en fait, je suis terminée, genre le programme est fini, je peux en fait, tu fais que commencer, ma doudou. Alors moi, je suis finie. Et toi, t'es pas finie du tout. Tu démarres. Mais ça aussi, je trouve que, je sais pas si c'était déjà le cas, mais je pense même plus, que ça a changé nos rapports garçons-filles. Oui. Mais drastiquement. Oui. C'est-à-dire que c'était... parce que les garçons en face ne savent pas forcément... c'est rare en vrai, à 13 ans. Moi, je connaissais pas beaucoup de garçons qui avaient connaissance de vraiment ce que c'était les règles. Et moi, j'ai toujours eu plein de potes garçons, quasiment que ça. Et c'est que ça change tout, en fait, objectivement. Et c'est aussi, moi, je pense, qui m'a aidé à décomplexer le truc très vite. En mode, vous arrêtez de me saouler, j'ai mes règles, c'est bon, genre. Et mais je sais pas si j'avais été pote qu'avec des filles, par exemple. Si aujourd'hui, je serais aussi à l'aise d'en parler à tout le monde, tout le temps, et de m'en foutre, très clairement. Et même encore aujourd'hui, j'ai des moments où ça me gêne, mais ça arrive, c'est arrivé, je crois, il y a pas longtemps, parce que j'avais fait une tâche sur le lit de mon beau-frère. J'étais en mode, ça c'est relou. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah là là, ouais. Mais ça m'est arrivé une fois et je savais pas comment le dire et tout. Mais sinon, maintenant, objectivement, c'est même pas un sujet de tabou ou quoi dans les gens que je fréquente. Après, je sais qu'il y a des familles, des endroits où tu peux pas te le permettre. Mais je sais que moi, quand j'avais 13 ans, ça a changé. On n'en parlait pas. On en parlait qu'entre filles. Quand on se passait des serviettes, c'était genre comme se passer de la coke. Enfin, c'était genre complet. Vraiment un truc. C'était un secret d'État. Tu la caches dans la manche pour aller changer aux toilettes. C'était un secret entre nous, quoi. Tu me fais penser à un truc, c'est que nous, on se les échangeait pas, mais il y a un truc qui a vachement changé là-dedans. Il y a une marque, en l'occurrence, qui, donc quand j'étais jeune fille, donc j'étais plus jeune que toi, un petit peu plus jeune que toi, qui a commencé à faire des petites pockets super sympas pour que tu puisses mettre des protections à l'intérieur et qu'on puisse les échanger en mode c'est cool, quoi. Et ça a changé la donne parce que nous, en fait, il n'y avait pas de pocket super sympa à l'époque. Tu sais, c'était vraiment les gros genre change complet, quoi. Tu vois, les grosses couches que tu t'achetais et que tu mettais, il n'y avait rien de sympa. Mais aussi sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a tout un truc aussi des mamans qui ont des filles et qui, genre, elles rentrent au collège et tout, qui leur font des trousses, des kits genre premières règles et tout, au cas où pour toi, pour tes copines. Et moi, je sais pas si j'avais ça. Je crois que j'avais un truc comme ça. Genre une
pochette avec genre plein de serviettes dedans. Mais genre, c'était la pochette, elle était genre au fond du sac, dans la Cachée. petite poche. Et genre, si un garçon l'ouvrait, j'étais en mode non, je vais mourir de C'est ça. honte. Genre. Et je crois que ça arrivait une fois et c'est vraiment, je me suis sentie horriblement mal. Genre, ah, mais c'est quoi cette pochette? Il y a quoi dedans? Et j'étais en mode non, n'ouvre pas. la pochette. Pitié. Et je vais revenir vraiment sur la perception, sur la perte de contrôle, ce dont on évoquait au début. Cette fois-ci pour la ménopause, j'ai relevé dans ton livre, donc Ménopausée et libre que j'ai avec moi, Sophie, tu disais dedans, à l'intérieur, je n'étais plus que vague et tempête. De l'extérieur, je ressemblais à celle qui tombe, corps recroquevillé, apitoiement maximal. J'arrivais à peine à respirer, j'avais froid, je tremblais, j'avais mal, je pleurais. Sécheresse, bouffée de chaleur, douleur, mal au cœur, j'avais la sensation d'être projetée avec brutalité dans une zone de rupture, une zone de non-retour. Ça fort. a été quand j'ai reçu la piqûre. Tout à fait. C'était vraiment, quand je vous dis, l'impression d'être projeté contre le mur. C'est comme ça, quoi. C'est vraiment le revers et tu reviens pas, quoi. Là, tu te dis, c'est quoi? Et effectivement, une zone de rupture, parce que là, on m'a placée en ménopause artificielle. Et moi, avant la ménopause, je savais pas du tout ce que c'était, quoi. Je savais qu'effectivement, j'allais avoir mes règles et qu'un jour, elles allaient s'arrêter. C'était tout ce que j'y avais mis. Pour moi, d'ailleurs, ça correspondait plutôt a posteriori avec la réflexion de l'horloge biologique. Je savais qu'on avait un temps donné pour avoir des enfants. C'était ça qui était vraiment le souci majeur. Mais la ménopause, il n'y avait rien. Et il n'y avait en tout cas pas de symptômes associés. Moi, je n'avais pas d'image sur le sujet. Et quand j'ai commencé à me sentir comme ça, j'ai commencé à aller sur Internet pour essayer de voir ce que c'était. Et c'est là que j'ai compris que c'était un moment de rupture totale, quoi. Autant la veille de tes règles, tu ne sais pas ce que c'est, tu rentres dans une nouvelle phase. Autant là, quand tu arrives en ménopause, pareil, tu arrives à un moment donné, tu ne sais pas ce qui se passe, quoi. Et là, on te le présente comme un moment de rupture parce que quand tu arrives à tes premières règles, c'est ce que je te dis, tu n'es pas fini, oui, tu es fonctionnel, mais tu commences. On te dit, par exemple, quand tu as ta ménopause, que tu finis. Mm. Ouais, d'ailleurs, le mot ménopause, ça veut dire littéralement, méno, c'est 28 jours, donc c'est le mois, et c'est pause, c'est je cesse, je finis, je termine. Donc tu finis ce putain de grand cycle, cycle, pour arriver sur une période où, ça y est, tu n'es plus cyclique. Il y a quoi après la fin, là, on se dit aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on appelait ça même la mort partielle avant la vraie mort, parce que effectivement, d'abord, C'est l'espérance fort. de vie n'était pas si longue, déjà, pour commencer, et le rôle de la femme était d'être fertile. Une fois qu'elle ne l'était plus, il fallait qu'elle se retire du champ pour laisser les fertiles pouvoir avoir les bébés. Donc, il fallait surtout pas qu'elle soit sexy, il fallait qu'il lui arrive plus rien, si ce n'est un rôle éventuel, c'est celui d'être grand-mère et de s'occuper des autres. Mais en dehors de ça, il n'y avait plus rien du tout. Donc là, tu te dis, merde. C'est vrai qu'il y a vachement cette idée de après la ménopause, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Pas grand-chose du coup. Dans l'idée générale. Tu te dis, c'est comme la retraite, en fait. Oui, Je fais le parallèle avec ça, c'est ça, la mais fin. c'est Et là, ça. j'attends quoi maintenant? Mais en fait, c'est complètement ça, parce que quand je suis allée à l'époque, donc 47 ans, là, ça fait une petite dizaine d'années, quoi. Enfin, là, je vais avoir 57 ans là, dans 2 mois. Je vais sur Internet et qu'est-ce que je vois? Donc, on me présente la ménopause. Donc, à l'époque, il n'y avait pas péri, tout ça. Et on me dit diagnostic, symptômes. Donc, je me dis, merde, c'est une maladie. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Donc, tu comprends quand même que c'est un sujet. Et après, toutes les images de femmes que je voyais, c'était des images de femmes relativement éthérées. Bon, moi, j'ai les cheveux gris, mais là, tu les voyais, elles n'étaient pas pommes, quoi. Tu avais l'impression qu'elles étaient déjà, tu sais, comme évanescentes, là, genre en mode convention obsèque. Et là, je me disais, mais je suis déjà arrivée là. C'est là où j'ai vu le point de rupture. J'ai dit, mais je suis où? En fait, je comprenais plus. C'était la retraite. Et pour moi, d'ailleurs, la retraite, c'est pas le bon mot associé. Quand tu es en retraite, tu fais 70 000 trucs. Donc, tu t'arrêtes pas. Ouais. Enfin, et à la ménopause, tu fais 70 000 trucs ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi, j'ai l'impression, au contraire, que c'est le moment où ça a été la réunion de tout ce que j'ai appris à faire dans la vie et où là, tout s'est explosé, quoi. Donc, je comprends même pas cette image. Mais il faut dire aussi que nous, je pense que, déjà, aidés par les jeunes et par vous, en fait, parce que c'est vous qui avez commencé à prendre la parole sur les règles. Et c'est quand je vous ai vu prendre la parole comme ça que je me suis dit, non, mais moi, il faut que je débunk le truc parce que c'est pas possible. Si les jeunes le font, c'est le moment d'y aller. Donc déjà, moi, ça m'a donné un courage fou. Et la deuxième chose, c'est que nous, on sait maintenant que l'espérance de vie va s'allonger. On a encore plein de trucs à vivre et on se dit, on peut pas ça pour vous non plus. Donc en fait, en gros, on veut pousser tous les curseurs. Il y a ça aussi. Il y a aussi des choses qui sont hyper importantes, c'est qu'en termes de médecine, alors déjà, on a compris que la médecine avait été calquée sur le modèle masculin.
Voilà, ça c'est important. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'effectivement, alors tout ce qui est cycle féminin, c'est quand même relativement perçu, quoique l'endométriose, c'est seulement depuis 2016 qu'on commence à comprendre que c'est une pathologie importante et invalidante. Pareil, le SPM, etc., tout ça, ça commence à être mis en avant et on commence à trouver des solutions. Mais la ménopause, dans le tronc commun, les médecins ne reçoivent que 2 heures de formation sur la ménopause. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que moi, je suis limite mieux formée que les médecins. Donc, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est une prise en charge globale pour être hyper bien jusqu'à 120 ans, quoi. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Donc on le ressent au travers de tout ce que vous dites depuis le début de nos échanges, que ce soit les premières règles ou la ménopause, on sent que le tabou, il est là. On n'ose pas trop en parler. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop à qui en parler. Est-ce que vous avez pu trouver un soutien auprès de vos proches à ces 2 périodes ? Nina, tu nous as beaucoup parlé de ta famille, notamment ta mère qui a été là, tes tantes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce fameux moment où tu as vu ta mère qui t'a donné ce paquet de serviettes. Est-ce que quand même, elle t'a dit d'autres choses que juste te donner le paquet de serviettes ? Est-ce qu'elle t'en avait parlé aussi avant ? Donc moi, j'ai toujours été dans une famille majoritairement féminine. Donc il y a toujours, ça a toujours été un sujet. Je veux dire, ma tante, elle changeait ses tampons dans la voiture entre le lac, elle allait chercher ses gosses et j'étais là à côté. Parce que le rush de la vie fait que quand t'es une femme et que tu dois t'occuper de 2 enfants en même temps, des fois t'as pas le temps de repasser chez toi. Elle est infirmière en plus. Donc en termes de règles, c'est très compliqué quand tu fais des nuits, quand tu fais des journées. Parce que les pauses, c'est un peu si t'as de la chance. Et donc voilà. Et donc en fait, j'avais eu déjà... je savais déjà extrêmement bien ce que c'était. Après, c'est jamais pareil quand tu le vis. Mais du coup, ma mère, quand elle me l'a donné, elle était en mode « Ok, est-ce que tu sais faire ?» Je savais à peu près, mais bon, j'étais pas trop non plus sûre de moi. Donc elle m'avait quand même réexpliqué que... et elle m'avait dit que de toute façon, au début... ça allait pas être... j'allais pas saigner de ouf non plus. Normalement, c'est censé aller un peu crescendo et que ça devrait aller. Et qu'au pire, je partais avec ma grand-mère, donc je pouvais lui en parler. Donc, elle savait que ça allait aller. Et en vrai, de voir que ma mère, qui l'avait déjà vécu, m'avait dit en mode « ça va aller, tu vas pas mourir », c'est vachement rassurant d'avoir cette figure de « ok, tu l'as déjà vécu et tu me dis que ça va aller, donc je te crois un peu ». Donc ouais, j'ai eu la chance de pouvoir en parler un peu tout le temps autour de moi, quoi. Et à l'école, c'était comment ? Parce que nous, on a fait une enquête avec Règles élémentaires sur les règles à l'école. On a constaté qu'il y avait 80% des jeunes filles qui sont stressées à l'idée d'avoir leurs règles à l'école, justement. Toi, comment c'était ? Au début, j'étais hyper stressée parce que du coup, moi, c'était l'été. Donc, j'ai repris en 4e. Et c'est vraiment à la rentrée que mes règles ont commencé à être des vraies règles avec des vrais saignements et beaucoup moins drôles. Mais je sais que j'étais stressée de la tâche, vraiment de me tâcher, voilà. Et après, on avait eu des distributeurs au bout d'un moment, je crois, mais qui avaient été mis en place par Règles élémentaires, je crois, dans notre collège. Après, on avait un cadre éducatif pas ouf parce que ils nous avaient punis de serviettes à un moment donné. Et c'est possible, ça. Et donc, j'étais un peu ok, bon. Parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Moi, j'avais de la chance d'avoir les moyens d'en acheter, mais je sais que vraiment pas tout le monde, surtout là où j'habite, c'est vraiment pas donné à tout le monde, et puis c'est très cher. Et donc, ils nous avaient puni de serviettes. C'était assez compliqué la mise en place de ce distributeur, parce que il y avait des filles qui avaient détérioré le truc en mode ils avaient pris des serviettes, les avaient ouvertes et les avaient laissées, mais en même temps on parle d'une tranche d'âge de 6e à 3e. Forcément que par curiosité tu vas aller ouvrir un tampon pour voir à quoi ça ressemble, ouvrir une serviette, essayer de jouer avec. On parle d'enfants qui vont de 10 à 15 ans, donc forcément qu'il va y avoir des trucs comme ça. Et ils n'avaient rien voulu entendre et ils nous avaient juste retiré en fait les protections. Donc c'était assez stressant de sentir un peu là on nous a puni de serviettes. C'est un peu, ça fait une atmosphère... C'est un peu humiliant aussi. Ouais, c'est une atmosphère un peu qui rend un peu le truc stressant, encore plus que ça ne l'est déjà en fait. C'est-à-dire que là, je suis punie, c'est-à-dire que si j'en ai pas sur moi, en fait, j'ai pas d'autres moyens. Bref, donc j'ai ma tâche, donc je me débrouille, je mets du papier toilette dans ma culotte, mais j'ai un risque aussi lié à ça, parce que c'est pas hygiénique. Ouais, ça entraîne beaucoup de choses, donc c'est ça. Pas vraiment de soutien. Au final, là, quand on te punit de serviettes, oui, c'est ça. À la limite, nous faire du coup peut-être un cours en plus de prévention, demander à nos profs de SVT de nous expliquer.
pourquoi pas, parce que je comprends, c'est relou dans les toilettes, ça fait du bordel et du coup les dames de ménage c'est elles qui paient, ça c'est sûr et certain. Mais peut-être il y avait d'autres trucs à faire avant, de juste nous Peut-être les punir, mettre à quoi. l'infirmerie, tout simplement. Oui, je veux aussi à dire. l'infirmerie, ou voilà. Donc, bon. Ou éduquer plus sur le sujet, parce qu'en fait, Mm. c'est ça aussi. Oui, c'est ça, en ce fait. problème-là. Si même des jeunes l'ouvrent par curiosité, c'est qu'elles ne savent pas ce que c'est. Alors que si on leur dit, ça, c'est des serviettes, et c'est quand tu as tes règles que tu les prends, au final, on règle le problème aussi. Oui, Pas c'est besoin ça. de punir des Oui, élèves exactement. de serviettes. Donc, ouais, un Merci. peu stressant. Je comprends. Oui, ça t'a pas aidé, c'est sûr, je comprends bien. Et toi, Sophie, par rapport à la ménopause, est-ce que tu as trouvé un petit peu de soutien dans ton quotidien ? Pas du tout. Non. Moi, c'est pour ça que j'ai créé Ménopause Stories, puisque je voyais pas de soutien. J'en ai parlé aux copines. Les copines, de manière générale, elles préfèrent éviter le sujet parce que, voilà, c'est un sujet tabou. On va pas parler d'une zone de vulnérabilité, surtout, par exemple, sur des. Je me souviens, c'est tout ce qui était émotionnel. Ok. Il faut surtout pas parler du fait que tu te sentes pas bien parce que tu pourrais être dépressif. Enfin, en général, les gens n'aiment pas parler de ça. Donc, du coup, non. Après, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la création de Ménopause Stories, clairement. Parce que plus j'ai reçu des messages de femmes, plus après, moi, je suis allée enquêter, plus je me suis formée, plus j'ai appris et plus j'ai rencontré des médecins, des professeurs de tous bords, plus j'ai pu comprendre ce qui se passait et puis maintenant donner et recevoir, quoi. C'est ça qui m'a créer une safe place. Tu as créé une safe place de la ménopause clairement grâce à ton livre et aussi ton compte Instagram. Surtout le compte, parce que c'est le compte à la base. C'est ça, à la base de tout. Carrément. Et justement, dans ton livre, tu parles du fameux silence de la mère que j'ai noté notamment, qui témoigne encore une fois de ce tabou. Tu dis on peut être là pour parler du mariage et de la maternité, mais pas de la ménopause. Non. Non, et hier, je me suis rendu compte d'une chose. Alors déjà, on parle, oui, du mariage, bien sûr. On parle de la maternité, oui. Mais quand on a parlé de la maternité, on n'a pas parlé du retour de couche, on n'a pas parlé du postpartum, on n'a pas parlé de tout ça. Donc en fait, on parle du moment où la femme doit donner le maximum et tout ce qui doit être embelli, mais le reste, certainement pas. Après, la ménopause, si elle est arrivée à un âge médian... dans mon univers féminin, était associé à beaucoup d'angoisse, quelque part, parce que c'est le moment, par exemple, où les maris se barraient avec les secrétaires ou les femmes plus jeunes. Donc, on n'en parle pas, parce qu'on peut se retrouver planté là. Donc, il y a ça. Je pense que aussi elles sont à des générations, donc moi, je ne vais pas leur tirer dessus, bien au contraire, où il faut s'imaginer que les serviettes périodiques, elles n'en avaient même pas. C'est-à-dire qu'elles avaient vraiment, je crois, des clips ou des culottes en plastique ou des choses comme ça. Elles viennent d'un temps préhistorique. Et leur mère en parlait encore moins, quoi. Donc, du coup, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'elles avaient à nous transmettre ? Puisque, par exemple, moi, je suis née donc, fin 68. Il faut savoir que c'est en 1980 seulement qu'on a mis une place en 4e, donc en SVT, dans les livres. On nous a, on a dit aux professeurs, il faut enseigner les sciences naturelles, féminins et masculins, aux enfants. Mais avant, il n'y avait rien du tout. Donc, on ne peut pas en vouloir en fait à nos mères de ne pas nous transmettre une parole qu'elles n'avaient pas reçue. Tout ça fait sens avec la suite de mes questions parce que j'aimerais qu'on parle désormais des outils, comme je disais aussi tout à l'heure, qui vous aident au quotidien pour vous renseigner sur tous ces sujets liés au cycle de la vie d'une personne menstruée. Côté règles élémentaires, on a lancé Parlons Règles. C'est une plateforme dédiée surtout aux jeunes pour aborder le sujet des premières règles notamment. Mais est-ce que vous avez des outils qui vous aident au quotidien ? Nina, déjà, pour ce qui est des règles ? Alors, je réfléchis. Je sais que moi, je suis règles élémentaires, que du coup, j'ai des infos un peu tout le temps par rapport à ça, que le compte Insta est vraiment bien, d'ailleurs, si je puis me permettre. Merci beaucoup au passage. Allez nous suivre sur Instagram. Petit instant promo. Mais donc, je suis ce compte-là, que... on va dire, je me renseigne... où est-ce que je me renseigne ? Je me renseigne sur Internet quand j'ai vraiment des questions. Et si... Et les cours d'éducation menstruelle aussi t'ont aidé que tu... Ouais, mais après, là, moi, j'en ai plus. C'est pour ça que je... Ouais, c'était au début. Mais j'en avais au collège. Et encore, c'était pas non plus le cours de ouf. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai besoin de me renseigner, je demande aux femmes autour de moi. Et sinon, sur Internet. Et si vraiment je suis très inquiète, je prends rendez-vous médecin, gynéco. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'outils. Et que les outils, par exemple, que Règles élémentaires ont mis en place, en fait, on devrait nous en parler à l'école, au collège. C'est ça. Merci beaucoup. Et toi, Sophie? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est toi qui crée moi, les je suis en train de contenus. créer, voilà, exactement. Donc, moi, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc, je suis en train de créer ma banque d'outils perso.
Et pour voir effectivement si après je modélise pas pour voilà, faire quelque chose. Ouais. T'as d'autres projets? Est-ce que tu Bah me oui. parlais tout à l'heure en off d'un peut-être nouveau livre à un moment? Je sais pas si ça va être le moment du nouveau livre. En tout cas, je l'écris oui quelque part parce que moi je continue à avancer ma route quoi. Mais oui, je suis en train de modéliser des choses. Alors maintenant, dans quel ordre je vais les sortir, ce qui va se passer, etc. Je sais pas encore. Je suis en train de me poser. En l'occurrence, les outils, il y en a pas, ouais. Donc il faut les faire. C'est ça. Ouais. Ou alors consulter ton livre que j'ai avec moi, Ménopausée et libre. Alors maintenant, il s'appelle En livre de poche parce que Voilà. celui-ci, ça y est, il a été sold out, il n'y en a plus. Donc, ouais, tu te rends compte. On est dans les anciens, nous. Ouais, voilà. Donc, du coup, en livre de poche, il est encore accessible. Il s'appelle Game is not over. Ouais. Voilà. On a changé le titre. C'est ça, mais c'est toujours le même fond. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu as quelques mots? Notamment, on en parlait aussi en off, de ta manière dont tu définis la ménopause. Oui. Libre essence. Pour moi, c'est la libre essence parce que, en fait, je ne sais pas si tu as noté la définition. Moi, donc, quand je me suis vraiment posé la question de mais pourquoi il y a cette période de puberté et d'adolescence? Et en fait, quand j'ai regardé vraiment la signification du mot adolescence, adolecere, c'est grandir, aller vers. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, c'est beau, en fait, ce mot adolescence. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas faire delecere, quoi. Enfin, voilà. D'autant qu'après, la période après, entre la ménopause et voilà, c'est la sénescence. Et là, la sénescence, c'est quand même lointain. J'ai pas envie d'approcher de ça, quoi. Donc, du coup, j'ai mis, je vais faire la libre essence parce qu'effectivement, c'est le moment où moi, je me suis sentie libérée en tout cas, d'un carcan sociétal assez fort aussi, du fait que j'avais des règles douloureuses, de plein de trucs. J'étais contente d'avoir débarrassé ce truc-là. Donc, j'ai créé ce mot libre essence. C'était un peu comme lâcher les ballons, larguer les amarres. J'ai fait toute une définition, justement, où j'ai mis au pendant ce que c'était que mes premières règles et ce que j'avais vu pendant la puberté. Donc, le fait d'avoir les seins qui poussent, d'avoir une transpiration, voilà, parce que, en fait, tout rejoue, mais de différentes manières. Le fait qu'à l'époque, je me souviens, je piquais des talons, je mettais des talons, je mettais des parfums opulents, enfin, j'avais tout un truc. Et là, du coup, je me suis rendu compte que c'était ça, ok, mais que là, je voulais être en sneakers, je voulais être vachement plus libre, j'avais moins de poils, sauf que, effectivement, comme on a les hormones androgènes, on peut avoir du poil qui pousse un peu au menton, mais je vous rassure tout de suite, pas beaucoup, que j'avais besoin d'avoir des parfums beaucoup plus cool. J'ai toujours mon rouge à lèvres rouge, mais c'est différent, voilà. Donc, j'ai fait vraiment ce que c'est que adolecere et liberecere. Sophie, je crois que tu as un fils. Oui. Est-ce que tu lui as déjà parlé de la ménopause qui, je pense, du coup... Alors, on a été dans une grande période parce qu'en fait, au moment où j'étais en ménopause artificielle, d'abord, lui, il était en primaire. Et après, au moment où j'ai vraiment passé le moment où je suis rentrée quand même en ménopause, alors, il était dans la période, vous allez rigoler, période confinement, post-confinement, mais c'était la période où il y avait Sex Education qui passait sur Netflix. J'adore cette série. Oui. Donc, lui, il suivait cette série comme un malade. Donc, lui, il avait 13-14 ans. C'était assez drôle parce que lui, il est rentré dans la période adolescente au moment où moi, je décélérais, quoi. Donc, du coup, hormonalement, non, oui, il s'y connaît à fond. Et du coup, ça nous a aidé à prendre la parole. C'est assez sympa. Ouais, voilà. Génial. Et toi, Nina, est-ce que... Je crois que tu as dit tout à l'heure que ta mère aussi était à cette période de ménopause. Ouais. C'est ça en ce moment? Vous échangez sur le sujet? Oui, on échange tout le temps sur ça. Enfin, on est assez proches là-dessus. Parce qu'elle, elle est assez... elle connaît pas mal de choses sur ce sujet-là. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre parce que des fois, elle comprend pas tout. Ouais. Et ça se voit. Mais tu vas la rassurer. Oui. Tu vas la rassurer parce qu'il y a de plus en plus d'études. En fait, c'est une zone qui n'a pas été étudiée. C'est ce que je disais. Okay. Donc, notamment la périménopause. Donc, entre le moment où on est là aujourd'hui et dans 5 ans et dans 10 ans, on aura un spectre. Regarde, ça vient juste de rentrer le mot périménopause dans le dictionnaire. Ça t'indique que c'est normal qu'elle sache pas tout. Et même moi, je suis tout le temps en constante évolution parce que voilà. Mais bien sûr, parce que là, elle dans la période de périménopause, je crois. J'avoue que je suis pas non plus, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et tous les symptômes que décrit Sophie, clairement, c'est la même chose à la maison. Mais c'est assez marrant parce que du coup, moi, je suis dans l'autre partie et donc ça se rencontre et c'est assez marrant parce que on vit la même chose mais de manière tellement différente parce que elle a un peu envie qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête, mais en même temps on sent qu'il y a un truc de base. Ça fait bizarre que ça s'arrête quand même parce que toute notre vie on est un peu centré là-dessus, sur notre cycle, sur notre être une femme, sur voilà, même si elle voulait pas besoin d'autres enfants, ça n'empêche que du coup tu te dis quand même je peux pas en avoir. Enfin c'est plein de... C'est un deuil à faire. Oui, c'est ça. Ouais. Et même si, oui, c'est ça, c'est un truc qui se finit, donc on est content que ça se finisse, mais en même temps,
ça veut dire qu'on passe à une autre étape. Est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que voilà, c'est plein de questions aussi, je pense, qui, comme ce que dit Sophie, qui viennent et qui, en plus, sont teintées, on va dire, de l'expérience qu'on a déjà. C'est ça. Et donc, mais c'est assez intéressant d'être face directement en fait avec quelqu'un qui vit la ménopause et moi qui vis les règles comme dans la fleur de l'âge, on va dire, au milieu, quoi. On va conclure maintenant cet épisode. Je me disais, Sophie, qu'est-ce que tu dirais à Nina qui un jour arrivera à la période de la ménopause? N'aie pas peur. Tout va bien Moi, se je vais te dire, Nina, je te souhaite donc de bien préparer toute ta vie, de prendre soin de ta santé hormonale. Si tu as des questions que tu te poses, n'aie pas peur de la poser. Elle ne sera jamais ridicule. Va consulter. Enfin, tu vois, prends soin de toi. Et cette ménopause, c'est pas une fin. C'est la fin d'une période, de la période reproductive. Et encore, puisque aujourd'hui, je pense que tu peux très bien, si jamais tu vas avoir un enfant plus tard, il faut que bah oui, il y a des femmes qui réussissent à tomber enceinte de manière artificielle après ça. Hein. Donc j'ai l'impression que si ça se trouve à l'époque où toi tu auras la ménopause, il y aura encore un autre champ. Et je dis pas que la ménopause aura disparu, mais il y aura peut-être encore la chance ou l'opportunité de rejouer la maternité tardive, hyper tardive. Donc en fait, prends ça comme un rendez-vous extrêmement important, cela dit, pour toute la santé et notamment pour tout ce que je t'ai dit, les signes que tu ne vois pas, le cardiovasculaire, le cognitif et l'osseux. En fait, dès maintenant, prends des bonnes habitudes de vie. Okay. C'est important. Merci pour ces conseils, je les garde bien en tête. Et toi, Nina, qu'est-ce que tu as envie de dire à Sophie qui est du coup en ménopause? J'ai envie de dire merci déjà pour ce partage d'expérience qui, je pense, aide des milliers de femmes qui sont dans l'errance totale face à ce sujet qui est la ménopause et qui, même moi, objectivement, avant de vous rencontrer, je savais un peu l'idée, mais j'avais pas conscience de tout ce que ça engendre médicalement et dans la santé. Merci de faire ça pour nous, hein, finalement, qui allons arriver à ce moment-là et qui, du coup, auront des ressources que vous n'avez pas eues. Et je trouve ça généreux, on va dire, de nous partager ça et de pas nous laisser... comme vous avez pu l'être malheureusement dans cet inconnu total, encore plus que les premières règles, du coup, dont on parle déjà un peu plus, j'ai l'impression. Merci beaucoup pour ces échanges, du coup, Sophie et Nina. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Petit rappel avant la fin de cet épisode, si vous ressentez un fort mal-être ou des douleurs, que ce soit pendant vos premières règles, vos règles de manière générale, ou pendant la ménopause, n'hésitez pas à consulter, bien évidemment. Merci, à bientôt.